attends-toi à ce que je me présente à toutes les élections, à tous les paliers de gouvernement. Dans toutes les Attends-toi-y, parce que ça va arriver. À un moment donné, je vais avoir un autre trou. À voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 2, Hugo la Tulipe. Dans cet épisode, avec Hugo, on va avoir la chance de parler de sujets qui sont vraiment formidables. D'abord, de sa fille Alphée, de son merveilleux documentaire Alphée des étoiles. On va parler du Tibet. On va parler de Kakuna, une destination que mon poète préféré chérissait, Néligan. On va parler de nature. On va parler de plein de choses. J'ai vraiment hâte que vous puissiez écouter cet épisode. Bonjour Hugo, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cet entretien. Écoute, j'aimerais envie de commencer en te demandant dans quel état d'esprit je te retrouve aujourd'hui. Je sors de la première édition du festival que je dirige maintenant, le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Donc, je suis assez relax. Tu sais, c'est 5 jours dans l'année qui nous demandent énormément d'énergie à toute l'équipe. C'est beaucoup de stress. Puis là, j'en sors. Donc, j'ai comme une année devant moi. Je me sens vraiment relax. Est-ce que c'est plus difficile d'être derrière? Tu es souvent derrière la caméra, donc c'est tes œuvres qu'on va voir, là, d'être de ce côté-là. C'est beaucoup d'administration, de gestion. Ça... C'est autre chose complètement, mais ça repose beaucoup sur les liens humains. Moi, je le vois comme ça, tout ce que je fais. Tu sais, je fais du documentaire dans la vie, donc fréquenter des gens, rendre des gens confortables, aller loin avec les gens, tu sais. Dans nos conversations, dans nos échanges, dans ce qu'on génère dans le monde. Donc, je le vois un peu de la même façon. La réalisation, la production aussi. J'ai dirigé une compagnie de production pendant 12 ans à Montréal. Puis maintenant, un festival. C'est juste l'envergure augmente. Et puis, je me rends compte aussi qu'en avançant en âge, dans mon grand âge, j'ai 50 ans aujourd'hui, en fait, les choses me tournent dans la tête la nuit. Ça, c'est bien fatigant. J'aimerais ça, réussir à pas penser à tout le temps. Mais ça, je pense que c'est vraiment difficile. C'est le combat d'une vie, je pense, pour la plupart d'entre nous. Je pense que je vais le perdre. Ben, moi, j'ai perdu, j'ai give up, j'ai déjà abandonné. Puis c'est pas grave, on arrive à vivre quand même avec ça. Qu'est-ce qui t'a amené justement à diriger le festival? Qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment là, embarquer dans cette nouvelle expérience-là? Mais c'est un parcours de vie. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai fait la course autour du monde à Radio-Canada. J'ai commencé très jeune. Denis Villeneuve dit souvent, la course, c'était une catapulte à cinéaste. Tu sais, on était très jeunes, on était des enfants. Puis tout à coup, on faisait la course, puis les gens nous appelaient réalisateurs en revenant, tu sais. Puis tous mes amis, comparses, Philippe Falardeau, Ricardo Troggi, Robin Aubert, tu sais, qui sont passés par là, je pense, diraient la même chose. Donc, catapulte dans ce milieu-là où j'ai commencé à travailler très jeune. Puis après, la production est venue parce que je me suis rendu compte que dans l'écosystème québécois, canadien, les gens qui dirigeaient la production en cinéma au Québec étaient des gens d'une autre génération. Donc là, notre génération a pris un peu les rênes de la production. Et puis, à un certain moment, après 20-25 ans à faire ça, je commence à avoir fait le tour. Même si j'aime encore beaucoup mon métier, c'est un métier qui est difficile. Le financement du documentaire au Québec, au Canada, on s'en occupe pas assez bien. Donc, j'avais envie d'essayer autre chose. C'est juste, moi, je suis pas quelqu'un de patient dans la vie. À un moment donné, quand j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai comme envie de faire autre chose. Fait que là, le festival à Québec, moi, je suis né à Québec. J'ai encore des racines puis des réflexes dans cette ville-là. Puis c'est une nouvelle affaire. J'essaye ça. Je sais pas. C'était pas dans mon plan de carrière pantoute, j'en ai pas. Là. D'ailleurs, carrière, c'est toujours un mot que j'ai trouvé un peu bizarre et qui me convient pas du tout. Là. Carrière, j'utilise pas ce mot-là. J'aimais toujours quand Hubert Aquin disait profession écrivain. Ouais. Ça serait quoi? Ça serait profession quoi? Profession certainement rêveur, là. Mais je pense que ce qui me drive dans la vie, c'est de faire sens. Tu sais, Bernard Raymond a écrit un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Il y a trop d'images ». Puis c'est un cinéaste, il a fait des films toute sa vie. Puis je suis tellement d'accord avec lui. Moi, je pense qu'on ne veut pas ajouter d'autres films dans le monde ou du bruit, en tout cas certainement pas. Fait que
je veux qu'il y ait du sens. Quand je produis quelque chose, je veux que ça porte un sens puis que ça ajoute au monde. Je veux pas que ça soit une perte de temps ou de sens. Souvent, quand on regarde des documentaires, il y a l'avant jusqu'au documentaire, puis après ça, on se pose des questions de qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, Ce qu'il reste de nous, qui est un documentaire merveilleux. Maintenant, après ça, est-ce que tu as des suivis des gens que vous avez rencontrés là-bas? Est-ce que tu trouves que la situation a quand même changé? On parlait beaucoup de cette révolution-là tranquille ou de manière pacifique, mais est-ce qu'on voit que les choses ça a changé? Est-ce que... Non, ça s'est empiré. L'histoire du génocide tibétain, en fait, se poursuit, malheureusement, depuis les années 50, depuis l'invasion du Tibet par la Chine. C'est un film qui s'est fait dans la douleur, je te dirais, parce que ça a été extrêmement souffrant de fréquenter ce peuple-là qui décline, qui se meurt sous nos yeux, sous les yeux de toutes les nations du monde. On est tous au courant de cette affaire-là. On fait tous du business avec la Chine. Je dis nous, là, je parle de nos pays, nos États, puis on ne veut pas compromettre ce business-là. Donc, le Tibet disparaît tranquillement parce que la Chine maltraite ce pays-là. Là, le mot est faible. Donc, nous, on voulait faire un film pour que ces gens qui sont silencieux, qu'on n'entend pas, puissent témoigner. Fait qu'on a fréquenté des Tibétains partout sur le territoire pendant 8 ans. Ça a été compliqué à tourner parce que c'était clandestin, c'était pas permis. C'est pas permis de donner la parole aux Tibétains. Donc, ça s'est fait dans la souffrance avec mon grand ami, mon meilleur ami, en fait, François Prévost, qui est médecin, qui a passé sa vie avec les Inuits, qui est à moitié tibétain, j'ai envie de dire. C'est mon grand ami, puis c'est aussi une sorte de maître de vie. C'est un gars qui a une grande profondeur, une grande douceur. Puis on a, avec Annie Jean, la monteuse, on a traversé l'histoire de ce film-là avec beaucoup d'émotions qu'on a mis dans le film, je pense, pour la transmettre, là, tu sais, pour transmettre la douleur de ce peuple-là. Le film a eu quand même une belle vie de film. On a ouvert en sélection officielle à Cannes en 2004, puis le film a fait le tour du monde. Mais aujourd'hui, en 2023, on peut dire que la situation s'est pas améliorée. Fait que, après, il y a tout ce que ce film-là nous a fait, puis a fait aux gens qui ont vu le film. Moi, j'ai quand même une foi en ça, une croyance que les gens qui fréquentent les arts, qui fréquentent les œuvres, les films, sont transformés. Puis peut-être que ça suffit. T'sais. Si les sociétés ne le sont pas, peut-être que les gens qui sont en contact avec l'art le sont. Puis c'est peut-être comme ça qu'on change le monde à moyen terme. Ouais. Un documentaire à la fois, puis une personne à la fois. Elle fait des étoiles qui est juste comme magnifique. Ça aussi, je pense, c'est intéressant. Puis on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, votre périple, une année magnifique, tous les apprentissages que vous avez faits, parce que ça a été pour Alphée, mais pour vous aussi. Puis je pense même pour les gens là-bas qui, notamment à l'école où elle est allée. Aujourd'hui, comment va Alphée? Ça a été quoi le parcours depuis le documentaire là, dans les dernières années? Alphée est pas mal égale à elle-même. Elle avait 5 ans quand on a tourné Alphée des étoiles. Elle a maintenant 19 ans. Elle a une sorte de gène du bonheur, Alphée, vraiment. Si elle a des petites anomalies génétiques ailleurs, celle-là, elle l'a, le gène du bonheur. Puis, donc, elle a une capacité à être résiliente là, dans ses difficultés, je dirais. Mais depuis peut-être le milieu de l'adolescence, elle a une plus grande conscience de sa condition. Okay. Puis ça, ce moment-là, comme papa, où je l'ai vu réaliser ses limites, puis les différences avec les autres enfants, le fait que ses amis sont complètement ailleurs maintenant. À 19 ans, Alphée est plus dans un esprit, je dirais, de milieu d'adolescence. Les gens qui l'entourent sont déjà à l'aube de l'université. Ouais. Ça fait que c'est ça, c'est qu'elle réalise elle-même ses limites, puis nous, ses parents,
d'essayer de manager ces émotions-là là, au quotidien pour qu'elle soit heureuse, qu'elle continue d'être heureuse, de faire son chemin à elle, qui est un chemin qui va à l'envers complètement des chemins de performance là, qu'on valorise tant. Mais c'était ça le film, en fait. Là. C'était de ça que je voulais parler. Tu sais. Ouais, puis le gène du bonheur, c'est quand même quelque chose de fort aussi. C'est pas pire, tu sais. Ouais. C'est pas pire. Tu sais, c'est Frédéric Lenoir, le grand philosophe français, qui dit on peut être affligé par le malheur du monde, mais ça apporte pas grand-chose au monde d'être affligé, tu sais, d'être dans la souffrance. Alors que le bonheur, puis lui, il définit un peu le bonheur comme une responsabilité. Le bonheur, ça se reproduit, ça se propage, ça se distribue. Je trouve ça quand même assez beau, cette idée-là. Alfie, elle est ça, là. C'est un genre de soleil sur deux pattes. Et on a besoin de soleil sur deux pattes. Non, on en a besoin beaucoup de soleil, oui. Puis justement, on parle de bonheur, puis il y a bonheur intérieur brut. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de cette expérience-là, d'où c'est venu, c'est quoi un peu, donc... L'idée, l'ADN de ce projet-là, en fait, ça part de remettre en question la notion de PIB qu'on utilise pour mesurer la richesse des peuples et qui est un peu un étalon pour l'Occident de ce que c'est le progrès, la modernité, la richesse. Puis les Bhoutanais, en 1972, ont inventé la notion de BIB, bonheur intérieur brut. Donc la série se colle sur cette idée-là. On peut voir ça comme une idée de rêveur ou idéaliste, mais en fait, depuis 1972, il y a plusieurs États, les Nations unies aussi, se sont appropriés l'idée, puis l'ont déclinée en plusieurs variables. Il y a des États comme le Bhoutan, je pense, sont arrivés à quelque chose comme 250 variables pour définir ce que c'est le progrès, la modernité, la richesse des peuples, qui exclut l'argent. L'argent en fait partie, bien sûr. Notre bonheur dépend aussi de pouvoir acheter à manger, puis se loger, puis etc. Mais donc, notre série part sur la route de toutes ces variables qui enrichissent notre conception de la richesse. Puis donc, c'est une série de 10 heures pour TV5. Puis c'est divisé par thème. Donc, il y a la santé de l'esprit, la santé du corps, l'accès qu'on a ou pas aux écosystèmes, la musique, etc. Donc, on a été documenter la pensée puis la vie de gens qui fabriquent les morceaux du puzzle pour remettre le monde à l'endroit. Puis c'est super intéressant, parce qu'on le voit même au sein des entreprises maintenant, où la notion avec le SG, toute la notion des gens du bonheur, chez nous, on a une personne chez Atypique qui est responsable du bonheur. Donc, ça fait partie de nos valeurs. Puis on le voit que même dans les entreprises qui commencent à se dire, bon, là, il y a au niveau gouvernemental, mais il y a aussi même au niveau des entreprises de se dire, c'est pas juste de faire du profit, il faut faire attention à notre environnement, il faut faire attention aux gens avec qui on travaille. Donc, cette notion-là de voir au-delà, c'est des responsabilités individuelles, c'est des responsabilités au niveau de nos gouvernements, mais aussi au niveau de nos entreprises. Fait que je trouve ça super intéressant. Dans les endroits où vous avez tourné pour cette série-là, y a-t-il un endroit qui t'a marqué le plus? Oui, je peux t'en parler, mais j'ai envie de dire que, tu sais, je parlais de la chaîne de déploiement de cette idée-là qui part du Bhoutan en 72 jusqu'à nous. Aujourd'hui, très concrètement, il y a quelques États, l'Islande, la Finlande, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande particulièrement, toutes des États dirigés par des femmes, sauf la Finlande, là maintenant, Sanna Marin a perdu le pouvoir, qui appliquent les préceptes puis ces variables-là du BIB de manière assez littérale. Donc, c'est des États qui sont très avancés dans cette réflexion-là. Les entreprises font partie de la réflexion, de l'équation. On n'exclut pas les questions de richesse puis de fabriquer de la richesse, mais on enrichit notre conception de ce que c'est une société avancée, tu sais, incluant évidemment l'équité homme-femme. Dans ces États-là, ils sont plus avancés qu'ailleurs. Et pourquoi au Canada, en fait, est-ce que tu penses qu'on est à veille d'avoir ça aussi au niveau de notre gouvernement au Canada? Est-ce que, parce que là, c'est des pays, en Europe, en Océanie, mais est-ce qu'il y a, tu vois que ça pourrait arriver plus rapidement aussi dans des...
Ben, en fait, sur l'échelle du World Happiness Report, qui est produit par les Nations Unies chaque année, le Canada se classe, si je me rappelle bien, quelque part comme au 15e rang. Là, c'est vraiment de mémoire, c'est variable. Les premiers États, no surprise, tu sais, Norvège, Islande, Danemark. Mais on n'est pas si loin, tu sais, sur 200 pays, mettons, on n'est pas si loin. Il y a des choses qu'on fait bien. Tu sais, l'égalité homme-femme, ben, on fait pas mal, mais il y a des gens qui font mieux que nous. On a tendance à se trouver bien bon. mais moi, je trouve ça intéressant de toujours aller... Puis en fait, c'est ça un peu la nature de mon métier, là, puisque je suis assez politique dans ma conception de mon métier de documentariste. C'est d'aller chercher les meilleures idées qu'il y a dans le monde, que l'humanité a, puis de les ramener chez nous. Je partage ton souci de dire, mais nous, comment on fait, puis est-ce qu'on fait bien? On fait pas mal. On peut faire mieux. Je pense qu'on peut toujours progresser. C'est certain. J'avais envie que tu me parles de ta relation à la nature, qui est important pour parler d'écologie aussi, mais pour toi, la nature, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, dans ton bonheur, dans les choses qui te rendent heureux. Je ne me trompe pas. Puis ça vient d'où? Ça vient depuis longtemps? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, avec le temps, a pris de plus en plus d'importance pour toi? Bien, j'ai eu la chance, premièrement, de naître ou de grandir dans le bois. Tu sais, je viens d'un petit village au nord de la ville de Québec. Puis quand je montais, mettons, dans la montagne en arrière de chez nous, quand j'étais petit, ben, on regardait derrière, c'était vers le parc des Laurentides. On disait, ben, il y a 300 km de forêt derrière nous. Tu sais, puis ça, je pense que c'est un grand privilège comme humain, là, comme être humain. Il n'y a pas grande place dans le monde où on a accès à la vie sauvage comme ça. Puis ça, ben, c'est sûr que ça m'a formé. Puis, tu sais, juste sur le principe du fun, là, du plaisir, de grandir dans un environnement comme ça. Tu sais, moi, j'ai commencé ma vie en faisant de la raquette, du ski de fond, du ski, du vélo de montagne. Tu sais, mon enfance, c'est juste des jeux dans la vie sauvage. C'est pour ça que quand je suis devenu un Montréalais, j'adore Montréal. Montréal, c'est ma ville. Je l'aime d'amour, cette ville-là. 95% de mes amis sont ici. Je trouve que c'est la best city on earth, là, tu sais. Mais à cause de cette enfance-là, j'ai comme tiré vers le sauvage, là, tu sais. Quelque chose qui me manque là-dedans. Puis je pense que ça participe au bonheur, là, tu sais. Pas pour tout le monde. Tu sais, on n'est pas obligé de capoter sur la forêt. Mais fait que ce contact-là avec le monde vivant, avec la question de l'environnement, de l'écologie, puis des changements climatiques qui est embarqué à un moment donné quand j'étais adulte, tu sais, le sommet de Rio 92, qui est un peu le début de notre conscience qu'il y a un problème. Les accords de Kyoto, 96 ou 17, où là, les États s'organisent pour prendre un virage, ben ça, c'est le début de ma vie consciente, là, je dirais, dans la vingtaine. Ben, c'est sûr que ça résonnait fort en partant. Pour moi, je le sens dans mes ça touche aux émotions, là, directement. Je comprends qu'on ne peut pas détruire le monde vivant, là, dans mon corps. Il y a les êtres vivants, il y a le monde vivant. Puis moi aussi, je suis né, il y avait un champ puis un bois. Puis moi, juste l'odeur du bois, quand j'entre dans une forêt, que je marche, ça me calme, ça m'apaise. Il y a tout le côté d'être vraiment grounded, de se ressourcer, puis je me sens bien. J'adore aussi Montréal. Mais si c'est pas Montréal, ça va être la campagne, ça va être les grands espaces naturels. Puis on est chanceux au Québec, on a des endroits magnifiques. Tu vis à Kakuna, qui est un endroit que j'aime beaucoup, qui était l'endroit où mon poète, celui qui m'a initié à la littérature, puis qui est Émile Delligan, qui passait toutes ses vacances là-bas. Donc, tu te retrouves à Kakuna. Ça va bien la vie là-bas. T'aimes ça? Pourquoi tu as choisi cet endroit-là? C'est le fleuve, vraiment. Il faut dire que la rencontre du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, c'est un écosystème d'une richesse difficilement égalable dans le monde. C'est extrêmement diversifié. C'est ça qui emmène tous les grands mammifères marins. Les gens, même au Québec, souvent ne savent pas que toutes les espèces de baleines de la planète viennent là.
chaque année, à leur mois, à leur semaine, dans leur timing de l'année. Les belugas vivent là à l'année, mais la grande baleine bleue nous visite, le petit rorqual, le rorqual commun, plein d'espèces de dauphins, les polars des fois. Bref, c'est un endroit extrêmement riche. Puis si les gens, tu vois, les animaux au sommet de la chaîne alimentaire viennent là, c'est parce que tous les autres étages sont présents aussi. Tu sais, la chaîne alimentaire est présente, c'est riche. Littéralement, parce que maintenant, les requins qui sont il y a là, des requins qui viennent de plus en plus, qui t'as sont raison. eux, dans le haut de... Exact. Il y a des bouleversements, tu sais, avec les changements Ça, c'est climatiques. plus inquiétant, peut-être, que les requins se rendent jusque... Je pense qu'il y en a qui sont contents. Moi, oui, comme plongeur. Ouais, comme plongeur, j'adore ça. Mais tu sais, aux escoumins, ils ne se rendent pas jusque-là. Fait que on est correct. Mais c'est quand même... Ça en dit beaucoup quand même sur les bouleversements parce que je pense pas qu'il y a 10, 20 ans, il y avait... Il y en a de plus en plus. Mais là, de plus en plus, on les repère. Donc, ça dit quelque chose aussi sur... Il y a de la recherche là-dessus. Là, il y a des bateaux de recherche. Je sais que cet automne, aux îles de la Madeleine, il y a de la recherche qui se fait sur le requin blanc là, qui vient dans le Golfe de plus en plus. Mais je parle de ce lieu-là parce qu'il est important. C'est une des raisons pourquoi je suis là. Cet endroit-là, puis les nations qui étaient là avant nous savent très bien ça. Cette rencontre-là entre ces deux fleuves-là, qui sont en fait toutes les eaux douces du continent ou du Québec, là, on va dire, qui rencontre l'eau salée, océanique, dans ce bouillon-là, qui est un upwelling, en fait, qui est une montée des eaux, des profondeurs vers la surface. C'est d'une richesse sans bon sens. Puis on le sait pas, ou on l'oublie, ou on n'en a pas notion. Je trouve que c'est quelque chose qui manque, de comprendre notre territoire au Québec. Puis d'y accorder une valeur, un amour aussi, parce qu'il va falloir le protéger tout à l'heure, là. Je dirais dans 2 minutes. Tout à l'heure, genre, là. Tout à l'heure, hier. Pourquoi le presbytère à Cacouna? Pourquoi d'avoir eu cette idée-là d'aller vraiment là, vivre dans un endroit quand même assez grand qui fait partie de la culture c'est ça. de Cacouna? J'ai acheté donc le presbytère de Cacouna. C'est une folie. C'est un bâtiment patrimonial classé en pierre dont, puis j'aime ça dire ça, dont personne ne voulait. Il a été à vendre longtemps. Il donnait pratiquement. Là, on a payé ça, pour des Montréalais, on a payé ça rien. Parce que les gens avaient peur de ce bâtiment-là. Ils se disaient ça va être difficile à chauffer, il va falloir l'entretenir, tout ça. Mais moi, je vois ça comme un grand privilège d'être propriétaire de ce lieu-là. Avant moi, c'était le Vatican, là, c'est moi. Le Vatican, Hugo, c'est cool, ça. C'est ma blonde et moi là, qui avons acheté ce bâtisse-là, puis on essaie de garder sa vocation publique quelque part. Fait qu'on organise des événements d'art chez nous. Ma blonde est artiste peintre, donc on fait des vernissages. On organise maintenant un festival multi-art à Cacouna, dans notre village, puis le presbytère fait partie de l'affaire. Les artistes sont souvent logés chez nous. Je dis à la blague que je sais pas il y a combien de chambres, là, c'est comme, il y en a quelques-unes. Mais on essaie d'en prendre soin. C'est comme un bijou architectural. Puis je trouve qu'on n'en prend pas soin de nos bâtisses magnifiques. On les laisse souvent dépérir. Fait que c'est un projet de vie, là, entretenir ce lieu-là. Mais donc, ce lieu-là, pour moi, symboliquement, il est sur l'estuaire, il est sur ce upwelling-là. Même si on ne le voit pas de chez nous, mais je sais que territorialement, je suis là. Puis, je fais un lien avec ce qu'on disait sur le bouddhisme tout à l'heure, parce que tu me demandais qu'est-ce que c'est devenu le bouddhisme tibétain, puis quelle est ma relation avec ça. Moi, je pense que le bouddhisme tibétain, d'abord, c'est pas une religion, c'est plus une philosophie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de choses auxquelles tu dois croire. C'est très libre. Puis, le plus important, c'est que dans le bouddhisme tibétain, il y a cette notion que ce qui est extérieur à soi, toi, notre environnement, les plantes, la montagne, les animaux, ne sont pas extérieurs à toi. Nous sommes toutes ces molécules qui circulent dans le monde, on les partage. C'est des temps différents. Hein? On va retourner à la Terre, on va être du compost à l'heure, ça ne sera pas long. Puis on l'était avant.
Puis les bouddhistes ont vraiment cette idée que, donc, le premier précepte du bouddhisme tibétain, c'est « do not harm », ne pas abîmer. Puis ça, c'est la racine de l'écologisme, dans le fond. Exact. Les personnes, mais aussi la nature, l'environnement dans lequel on est. On n'est pas séparés du monde. Puis tu sais, je pense que si on enseigne ça à l'école, si on comprend cette affaire-là, qui est juste des faits, là, c'est objectivement, c'est la biologie, ben, on ne peut pas détruire le monde. Puis c'est intéressant parce que là, on parle du Tibet, mais moi, je l'ai appris par les Premières Nations, surtout la culture Innu, avec Joséphine Bacon, que j'aime beaucoup. Puis cette relation-là, justement, à la nature, puis aux animaux et tout ça, c'est très, très similaire, je pense, avec les principes du bouddhisme tibétain. C'est toute une seule et même chose. C'est pas, il y a les êtres humains d'un côté, il y a l'environnement, il y a la nature et les animaux. C'est qu'on vit tous en harmonie. Et donc, l'importance de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de la nature, de prendre soin des animaux. Donc, je trouve qu'il y a des grands parallèles. Puis, il y a des leçons qu'on peut apprendre des peuples qui étaient ici chez nous il y a longtemps. Puis que souvent, ben, on a voulu justement faire transmettre beaucoup de nos idées, mais peut-être on aurait dû prendre plus de temps aussi à comprendre leur conception du monde, puis qui, aujourd'hui, je pense, aurait changé certaines des décisions qu'on a prises pour la planète. Je me demandais, le bonheur, bon, on a parlé, il y a la nature, il y a plusieurs choses. L'art, l'engagement, mais aussi l'engagement politique, ça, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a mené en disant, OK, ben, comme artiste, je peux faire des choses, comme citoyen, je peux faire des choses, mais j'aimerais ça voir au niveau politique si je peux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans cette étape-là de ta vie là, qui t'a fait donner envie d'essayer cette chose-là? Bien, je te dirais que les gens qui me connaissent bien savent que c'est pas avant, pendant ou après. Là, l'affaire de la politique, c'est un peu tout le temps. Tout le temps. Je pense il y a plusieurs façons de transformer le monde, d'agir sur le monde. Je pense que les parlements, ça demeure la place la plus directe pour faire ça. Quoi qu'on en dise, aussi cynique soit-on sur les capacités des parlements à changer les choses, je pense raisonnablement, je pense que c'est quand même la meilleure affaire qu'on a trouvée pour transformer le monde. Fait que c'est important de s'y investir, de s'y intéresser. Tu sais, moi, j'ai eu un prof à l'Université du Québec qui s'appelle Pierre Bourgault, qui est un grand monsieur, puis qui, je me rappelle, tu sais, à 21 ans à l'université, qui disait, ben, ta première responsabilité dans le monde, là, c'est de savoir ce qui se passe. Puis après, quand on sait ce qui se passe, puis quand tu te fais dire ça par Pierre Bourgault, tu t'en rappelles, parce que c'est un peu directif. Et de la manière qu'il le disait, je peux imaginer que tu le retiens, là, ça te marque. Puis, tu sais, quand t'es jeune, t'es en formation, tout ça, puis tu te fais dire ça, c'est important quand même. Puis, je suis d'accord. Des fois, je rencontre des gens un peu découragés sur le monde, des gens assez militants, mettons, qui dépluguent leur lien avec le monde, qui disent « Ah, j'écoute plus les nouvelles, c'est trop des mauvaises nouvelles, je sais pas quoi. » Je suis absolument en désaccord. Je pense qu'il faut savoir ce qui se passe dans le monde, puis partout dans le monde, tu sais. Puis après, la prochaine étape, ben, c'est de contribuer. On a cette responsabilité-là, chacun à notre façon, de faire avancer notre espèce. Ouais. Tu sais, tu parlais des sociétés dites primitives, mais les premières sociétés, je pense, bien que la technique puis les connaissances soient des atouts du monde occidental, je pense que en général, les sociétés qui étaient là avant nous étaient bien plus sages que nous le sommes. Absolument. Puis il y avait une vision et une compréhension du monde qui était, je pense, plus profonde, puis beaucoup plus bénéfique pour l'espèce humaine, pour l'espèce animale, pour la nature. Et ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore apprendre puis changer. Mais la politique, tu sais, juste parce que on pourrait parler de ça longtemps, mais tu sais, moi, je suis ce qui se passe sur tous les paliers, tu sais, qui nous concernent, avec attention, que ce soit les villes, le Québec, le Canada, le monde. Puis, tu sais, j'ai fait le choix de me présenter à l'époque pour le NPD. La plupart de mes amis ont fait comme « What? Quoi cette affaire-là? » Puis, tu sais, c'était vraiment un truc à ce moment-là où je me suis dit, ben, quel est le parti qui ressemble le plus à ce que je pense, avec quelques exceptions. Tu sais, il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord, mais en gros, ça ressemble pas mal à ça. Et puis, en plus, c'est un parti d'opposition qui risque de demeurer l'opposition. Fait que je vois ça comme assez intéressant de s'engager dans un parti qui est libre,
qui n'aura pas le pouvoir, mais qui peut tout dire. Puis c'était ça mon idée. C'était de dire, je vais aller dans le Parlement, dire tout ce que je pense sur la question écologique pour commencer. Puis si je peux contribuer comme ça, je vais le faire. Puis pourquoi je l'ai fait à ce moment-là, c'est que j'avais pas de production en cours, ce qui est rare. C'est comme un trou. C'était comme un trou. C'était une belle opportunité. Puis ton parcours est parsemé comme chacun d'entre nous de grands succès, de choses plus difficiles. Est-ce que ça a été difficile de vivre cette défaite électorale-là? Vraiment pas. Non. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Ça s'est fait dans le plaisir total. J'étais entouré d'une équipe de 4 filles incroyables qui m'aidaient. On a comme joué le jeu. Il y en a une qui était attachée, l'autre qui était relations publiques, l'autre qui était conseiller. Attaché politique, tu veux dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis on a interverti les rôles. À la limite, j'aurais pu faire un autre, quelqu'un prenne ma place. Mais on a comme joué à ça, à être une équipe politique. Puis, on a fait une super job, honnêtement, dans notre campagne. On a occupé le terrain dans une région du Québec, le bas du fleuve, qui n'a pas une tradition politique particulièrement progressiste. On était comme un ovni. Puis, c'est drôle parce que tous mes amis à Montréal disaient « Hey, tu vas gagner, c'est sûr, c'est bien évident. » J'ai eu 3% des votes, je pense. Loin de là. Mais tu sais, on occupe le terrain, puis je pense qu'il faut faire ça. Tu sais, charrier les idées qui importent pour nous, peu importe si on va gagner ou pas. Fait que, non, on en a ri un peu. Tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te prends à y rêver, puis à dire, hey, peut-être ça va marcher. Mais la plupart du temps, on a fait ça avec vraiment en jouant. Oui, puis ça ne me surprend pas avec tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Je pense que tu le fais toujours. Ce que tu fais, tu vas le faire pour les bonnes raisons. C'est parce que tu veux changer quelque chose. C'est pas parce que tu voulais être au pouvoir et te dire tu voulais avoir. Tu as des messages à apporter. Là, c'était un moyen. Comme le documentaire l'a été, comme certains de tes écrits. Puis là, c'était le côté politique. Est-ce que tu penses que ça va revenir un jour? Oui. Oui? Oui. Est-ce que je peux avoir un scoop? En général, attends-toi à ce que je me présente à toutes les élections, à tous les paliers de gouvernement. Dans toutes les parties. Parce que ça va arriver. À un moment donné, je vais avoir un autre trou. mais c'est parce que je pense vraiment qu'il faut l'envisager. Il y a des États dans le monde qui ont d'autres systèmes électoraux où c'est un petit peu plus random. C'est-à-dire que je crois vraiment que n'importe qui devrait faire de la politique parce que ça prend des profils différents dans nos parlements. Ouais. On a beaucoup d'avocats, d'économistes, de gens qui ont étudié en sciences politiques là, dans les parlements. Ça prendrait d'autres façons de voir le monde là, dans ce place-là. Absolument. Puis avec le NPD ou avec même Québec solidaire, puis dans d'autres partis, le Parti québécois, de voir, on a vu quand même dans les dernières années, moi aussi j'aime beaucoup la chose politique, puis on a vu à l'étranger et ici vraiment des changements assez importants de profil, de type de profil de personnes. Donc, je pense que ça, c'est encourageant. Valérie Plante, elle est sortie un peu de nulle part, puis c'est là que tu vois que, quand un peuple ou une société décide de s'en aller champ gauche d'un seul coup, premièrement, c'est extrêmement enthousiasmant pour tout le monde. Tu fais comme, wow, j'aurais jamais cru. Elle, la première, là, je sais pas si tu te rappelles son élection, là, mais elle était comme... Et le rire, moi, je me rappelle, moi, j'adore rire, là, ouais. Mais son rire, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle n'en revenait pas, elle, la première. Puis, je pense que ce geste-là, des gestes assez carrés, assez radicaux de changement, de transformation, viennent avec des vraies transformations. Parce que là, tu as toute une nouvelle gang qui arrive au pouvoir, qui a comme pas de passif, pas trop de lien avec des gens avec qui tu veux pas avoir trop de liens, puis qui font des affaires pour vrai. Ils arrivent, puis ils sont enthousiastes, puis ils disent « OK, on va changer les affaires tout de suite. » Comme ça. Écoute, c'était tellement un grand plaisir de jaser avec toi, puis j'espère qu'on aura la chance de jaser davantage. Ben oui, puis moi, j'aimerais ça faire un tour à Cacouna durant le festival pour aller voir ce que vous faites. Ça a l'air génial, puis ça va me remémorer des très bons souvenirs. Pour se laisser, j'aurais aimé te demander, là, sur une personne qui soit morte ou vivante, personnage de fiction, un personnage historique, si tu avais eu à avoir une discussion comme on a eu à voix haute avec quelqu'un, parler des choses, des vraies choses, ça aurait été qui?
Ah, là, après t'avoir répondu, je vais avoir comme 15 personnes que je vais pas avoir nommées, puis je vais être comme triste. Je pourrais te nommer plein de gens, mais là, vite comme ça, la première personne à qui je pense, c'est Pablo Casals, qui est un violoncelliste catalan qui, une partie de sa vie, a refusé de jouer dans la partie où il était la plus grande célébrité de toute sa carrière, où il était invité par le président américain, par des chefs d'État partout dans le monde à jouer, parce que c'était le plus grand violoncelliste vivant. Il a refusé de jouer parce que ses États faisaient des affaires avec l'Espagne de Franco, avec la dictature de Franco. Puis donc, il a sacrifié sa carrière à cette question-là. Puis ça parlait très fort parce que tout le monde voulait entendre jouer Pablo Casals, puis il n'y allait pas. Puis il écrivait toujours une lettre au chef d'État, à la reine, au roi, en disant « Non, non, vous faites des affaires avec une dictature qui ne respecte pas les droits humains. Je ne joue plus de violoncelle. » Donc, tu sais, c'est un artiste que je trouve vraiment inspirant. D'ailleurs, j'aimerais faire un film sur Pablo Casals, mais assez difficile à financer dans le Québec-Canada d'aujourd'hui. Ben écoute, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un qui va écoute m'entendre. le balado puis va Allô? dire genre ça l'a trop... En tout cas, moi je trouve ça super intéressant. On espère qu'un jour ça pourrait se faire. On ne sait jamais. Hugo, merci infiniment. C'était un pur bonheur pour moi de partager ce moment-là avec toi. Puis ben à très bientôt. Partagez. Merci.